L'ADN de Patricia, épisode 6. Le plein emploi. Le plein emploi, nom masculin singulier, économie, absence de chômage. En réalité, ce mot ne signifie pas grand-chose, si ce n'est tromper les esprits. Le plein emploi n'existe pas parce qu'il y aura toujours du chômage. C'est inévitable. Ceux qui promettent le plein emploi sont des menteurs. Le chômage, nom masculin, tant que l'on passe sans travailler. Période d'inactivité professionnelle due au manque de travail. Un être humain aura dans sa vie des périodes d'inactivité et des périodes d'activité. Le travail est donc lié au temps qui passe. Travailler signifie faire un ouvrage, exercer un métier ou une profession. Aujourd'hui, le travail est rémunéré en fonction du gain apporté par le résultat du travail sur l'ouvrage, c'est-à-dire l'objet ou la denrée, mais pas en fonction du temps passé sur l'ouvrage. Si c'était le cas, un objet fabriqué par un robot coûterait moins cher que le même objet fabriqué par l'homme. Or, il n'en est rien, parce que pour fabriquer un robot, il aura fallu du temps à l'être humain pour concevoir le robot, qui construira le premier robot, et ainsi de suite. En fait, ce n'est pas ni l'ouvrage lui-même, ni le temps passé qui fixe le prix de l'ouvrage. C'est la rentabilité de l'objet final, le profit que l'on peut en tirer en fonction de la mode. C'est la publicité de l'objet qui fixe le prix de l'objet et non le travail effectué. En réalité, c'est la perception que donne l'objet sur le monde extérieur qui donne sa valeur, après bien sûr le prix de revient, mais de toute façon, chacun prend sa marge, sauf le producteur bien souvent. En agriculture, l'ouvrage ne se matérialise pas par un objet, et donc la perception du travail est difficile. Le mot perception est le mot clé qui guide la décision. Le mot plein signifie entier, complet, en grande quantité. Le mot emploi signifie usage d'une chose. La perception que l'on peut se faire du mot plein emploi serait donc littéralement usage d'une chose en grande quantité. Le travail serait donc d'utiliser le maximum de son temps à fabriquer des choses dont on peut tirer profit. C'est bien, mais pourquoi faire? En fait, le monde du travail ne cesse d'inventer des choses destinées à l'être humain dont il n'a pas forcément besoin. C'est cela, perdre son temps, gâcher le temps de travail. C'est un peu la cause du chômage. Il faut produire plus pour gagner de l'argent, pour pouvoir gagner sa vie. Seulement, il y a trop de produits à vendre et pas assez d'acheteurs, avec suffisamment d'argent pour le faire. Plus terre à terre, pour vous rendre à l'évidence, faites vous-même la liste des choses que vous possédez et qui ne vous servent pratiquement jamais ou très peu. Avez-vous l'impression que ce que vous faites dans votre travail est utile? Et pourtant, avez-vous besoin de travailler pour manger? Alors, vous ne cherchez pas à comprendre. C'est la définition du progrès. L'homme cherche à justifier en permanence de ce qu'il fait. Partagez votre travail. Je me prends comme exemple. Là, en ce moment, j'écris, ou plutôt je parle, et je suis persuadé que ce que j'écris va changer les mentalités de notre société, mais je me trompe parce que je suis un inconnu et ce que je dis n'intéresse personne. Personne ne prendra le temps de lire ce que j'ai écrit parce que cela demande un travail de lecture qui n'est pas rémunéré. Je n'ai pas les moyens de ma publicité, donc personne ne sera informé de mon travail à part vous qui lisez ce texte maintenant ou qui m'entendez parler. Pourtant, j'y crois et je vais jusqu'au bout de mes convictions
car je sais que je ne perds pas mon temps parce que je suis à la retraite. Et pourtant, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre devant moi. Ceci dit, aujourd'hui, il ne fait pas beau dehors, il fait froid. Je n'ai pas envie de sortir, alors je travaille pour vous, mes chers congénères, plutôt que de regarder la publicité à la télévision. Ce sera à vous de dire si j'ai perdu mon temps, parce que vous aurez lu ce que je viens d'écrire, et de vous dire. Dans tous les cas, si vous avez lu l'ADN de Patricia, et que vous pensez ne pas avoir perdu de votre temps, alors faites connaître ce livre à tous ceux qui croient en l'humanité. C'est urgent, il faut que ça change. Même si vous êtes sceptique, demandez l'avis de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de vos fans, si vous en avez. On peut tout inventer au XXIe siècle, même l'ADN, j'en suis sûr. Statut du travailleur de l'âge adulte jusqu'à la retraite. Inventons donc une humanité où chaque être humain est à la fois fonctionnaire de fait, à cause de l'ADN, et à la fois contractuel du service public ou du privé à cause de l'or. Le système actuel dure exactement de la même façon, sauf que les salaires sont renégociés avec des écarts compatibles avec l'économie des marchés et le financement de l'ADN. Le CTL, contrat de travail libre. Feu le CDI et le CDD, vive le CTL. Le contrat de travail est la liberté de travailler ou d'embaucher quand on veut. Le CTL est un contrat de travail qui possède les mêmes caractéristiques liées au Code du travail d'aujourd'hui. La loi El Khomri prenant alors un autre sens, puisqu'intégrée dans un nouveau système dont la notion de travail est clairement redéfinie. On ne travaille plus pour vivre, on travaille pour s'enrichir. Le temps de travail n'est plus un critère de convergence, c'est son partage qui compte. Partager le temps de travail, c'est gagner du temps. Le partage du temps de travail comme règle de convergence. Toutefois, il faut poser des hypothèses bien précises, car le temps de travail n'est pas entièrement libéré. Il est négocié au départ dans sa durée, limité dans le temps à long terme, à la fois par l'employeur et par le salarié, selon la compétitivité de l'entreprise et son chiffre d'affaires, et à court terme selon les besoins de la production par tacite reconduction. Le licenciement n'existe plus, sauf en cas d'incompétence prouvée. Ce sont les termes du contrat qui font foi ainsi que la bonne santé de l'entreprise. Le temps de travail est modulable. Le SMIC n'existe plus, mais un salaire minimum suggéré et encadré par le Code du travail selon le secteur d'activité. Il est associé à une durée hebdomadaire du travail maximale, de 35 heures par exemple, suivant l'économie des marchés, et négocié avant la signature du contrat. Seulement, il faut protéger l'employeur et l'employé. Les notions de période de préavis et de période d'essai sont très encadrées par le CTL et le Code du travail. La notion de stagiaire est encadrée aussi par un CTL. Le droit au travail est un droit opposable, mais le devoir au travail est aussi opposable. Toute peine mérite salaire. La récompense doit être méritée. Comme l'or peut aussi provenir d'une partie de la transformation de l'ADN, personne n'échappe à l'impôt. Les niches fiscales n'existent plus puisque tout le monde reçoit de l'ADN, donc tout le monde participe à la convergence. Celui qui travaille verra son or issu de la transformation de son ADN grâce aux règles de convergence non imposables pendant la durée de son CTL et pendant une période limitée du chômage avant de décrocher. C'est comme ça qu'on dit. Un autre CTL défini par les règles de convergence.
De plus, personne ne peut mettre l'or issu de la transformation de l'ADN dans une banque étrangère, puisque cet or n'est pas le fruit du travail et l'ADN est un don de l'humanité à l'être humain, pas aux banques. L'ADN est une monnaie de consommation, pas de spéculation libre, ni d'épargne libre, et l'ADN est propre à un pays à moins d'une convention, comme dans le cas de l'Europe par exemple. L'ADN n'est pas une devise convertible. La transformation de l'ADN en or est conditionnée à la simple déclaration du CTL, au service de l'État, qui gère l'ADN et contrôlé par ce même service. Le travail n'est pas obligatoire, mais indispensable pour s'enrichir et fournir de l'ADN. Si le principe de la récompense assure la convergence, le principe de partage du travail est intégré dans les mentalités. Une règle de convergence peut être par exemple liée au nombre de CTL mensuels ou annuels effectifs. La récompense peut être une modulation des impôts. L'avantage des CTL est qu'un citoyen peut cumuler plusieurs emplois en fonction du marché de l'emploi, son cumul total ne pouvant dépasser un certain volume hebdomadaire ou mensuel ou annuel défini par une règle de convergence liée au partage du travail suivant les secteurs d'activité. L'intérêt de partager le travail. Pour expliquer l'intérêt de partager le travail, nous pourrions commencer par dichotomie. Si le travail est partagé en deux parties égales, le salaire d'un est partagé en deux, puisque le temps de travail est partagé en deux. Mais il y a deux impôts en or qui vont tomber dans les caisses de l'État qui fournit l'ADN au lieu d'un. Jusque-là, rien ne change, le poids d'or en jeu étant identique. Seulement, l'impôt est réparti sur deux salariés au lieu d'un et l'enrichissement aussi. Ça change tout. Aujourd'hui, globalement, l'entreprise assure le salaire et est imposée, voire les charges patronales. Le salarié est imposé sur son revenu et cotise pour la retraite et la sécurité sociale principalement. Seulement, le revenu auquel on applique l'impôt aujourd'hui est un revenu du travail sur le marché de la richesse uniquement, et les charges patronales couvrent les taxes sur le travail et les aides sociales et la sécurité sociale et les retraites du salarié en partie. Mais si l'être humain travaille moins, l'entreprise ne produit pas plus ou est moins bien en qualité, donc sa compétitivité est moins bonne et ses rentrées d'or aussi. L'entreprise n'a d'autre choix que de faire travailler plus l'être humain, diminuer son salaire, carrément le licencier, donc son revenu, donc son impôt disparaissent. L'État touche donc moins d'or, mais en plus, l'État doit payer le chômeur, les aides sociales, la CMU, enfin tout ce que le travailleur au chômage ne peut plus payer. De plus, si l'entreprise est au bord du gouffre, l'État a le choix. Soit laisser faire, ou faire du double assistanat pour le travailleur et l'entreprise. Les actionnaires sont contents puisque pour eux rien ne change, et même si ça change, ce sera toujours en mieux puisque l'entreprise tourne encore. L'impôt sur les transactions boursières augmenteront, peut-être, mais pas sûrement, s'il n'y a pas de transaction. Avec l'ADN, le scénario est différent. Pour que le système fonctionne, le salaire de l'être humain diminue un peu, c'est évident, puisqu'il ne sert que pour devenir riche. La proportion sera définie par les règles de fonctionnement des marchés, indice des prix, voire épisode précédent. Si l'être humain reçoit de l'ADN, il aura donc besoin de travailler moins pour vivre. Donc moins de salaire signifiera qu'il s'enrichira moins, mais pourra quand même économiser de l'ADN et donc épargner de l'or qui ne sera pas imposable puisqu'il respecte la règle, posséder un CTL. Il récupère donc en partie de l'or qu'il perd en salaire qui aurait été imposable celui-là.
Pour que l'entreprise embauche, la charge patronale de l'entreprise doit diminuer proportionnellement au nombre de salariés embauchés. Et pour parfaire la règle de convergence concernant le partage du travail, le salaire net des salariés diminue quand le nombre d'heures de travail de chacun augmente. Cela peut paraître injuste, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans le règne de la récompense individuelle. La transformation de l'ADN en or n'est pas imposable s'il y a preuve de travail. Il est donc normal que celui qui a du travail le partage avec d'autres qui n'en ont pas et qui donc voient leur économie d'ADN partir en impôts sur l'or issu de sa transformation parce qu'ils n'ont pas de travail. L'intérêt est donc de travailler, mais de partager le travail afin que tout le monde puisse s'enrichir. Celui qui ne respecte pas la règle du partage risque donc de moins s'enrichir que celui qui partage, puisqu'il paye des impôts qui vont en partie grever ses économies. Les cotisations retraite sont moins fortes puisque les retraites sont plus faibles grâce à la fourniture de l'ADN. La retraite ne sert qu'à maintenir un niveau de vie acquis par le travail et l'économie de l'ADN. Les cotisations patronales baissent en proportion de la santé de l'entreprise et du respect des règles de partage du travail. Un retraité n'est pas actif, donc le montant de sa retraite sera modulable en fonction de ses cotisations et des critères de convergence liés au partage du travail. Mais aucune retraite ne pourra être supérieure au salaire médian de l'ensemble des salariés. Le système de retraite est toujours un système de retraite par répartition, sauf que le critère de répartition est défini en fonction des critères de convergence et non plus en fonction des critères actuels liés aux derniers salaires les plus forts. L'économie d'ADN se transformant en or grâce au principe de la récompense contribue aussi à se créer une retraite par capitalisation. Dans ce cas, celui qui ne travaille plus à la retraite ne participe plus au financement de l'ADN. Il est donc anormal qu'il touche une pension plus forte que le plus fort salaire des actifs productifs. Nous l'avons vu à la retraite, le capital en or acquis par l'économie d'ADN et le travail ne sont plus imposables. La retraite n'est pas obligatoire et le système continue de fonctionner comme avant. Le revenu universel agit un peu comme une assurance vie. Le principe du salaire à vie n'existe plus. C'est le principe du revenu universel et de la récompense qui prend sa place. Le principe du pourcentage étant un principe injuste, la retraite n'est plus proportionnelle au salaire, mais calculée compte tenu de la cotisation globale et sa durée, le temps de convergence. C'est le temps passé par l'être humain pour assurer la convergence qui prime. À montant égal de cotisation et durée égale, retraite égale. C'est cela la justice sociale. De plus, l'entreprise n'a pas à payer d'heures supplémentaires. Les économistes sauront vite faire les calculs, nous leur faisons confiance. L'État peut donc mieux assurer son rôle de fournisseur d'ADN. Les impôts étant équitables pour chacun, la notion de récompense est satisfaite. Avec l'ADN qui complète le salaire et les impôts qui sont mieux répartis, la convergence est assurée. Le raisonnement, bien entendu, tient la route si l'indice des prix du marché de la richesse est adapté au concept du partage du travail, puisque chacun des acteurs reçoit moins d'or provenant du travail, sauf l'employeur, si la production augmente. Le prix de l'objet produit doit donc être plus bas pour que le bilan soit neutre. Mais peu importe le prix, si le nombre d'objets augmente et si la consommation est plus importante, ce qui sera le cas puisque 2 salariés au lieu d'1 pourront accéder probablement à l'objet de la richesse. Mais attention à l'inflation, il faudra gérer. Ce n'est pas le prix qui fait la richesse, c'est la rareté. Les riches aiment à croire qu'ils sont supérieurs parce qu'ils possèdent une Ferrari et pas vous. Mais quand ils ont crevé un pneu sur l'autoroute,
il se retrouve comme les autres sur la bande d'arrêt d'urgence à attendre la dépanneuse à la borne orange. Ils ne sont donc pas supérieurs. Je sais, je l'ai vécu. Et pourtant, c'est rare aussi de crever un pneu, lol, sur l'autoroute, comme c'est rare de gagner le gros lot au loto. Par contre, il est plus probable de se prendre un PV pour excès de vitesse avec une Ferrari qu'avec une 2 chevaux. Donc tout est relatif. L'ADN ne fera pas le bonheur, mais il y contribuera. Inflation. Non féminin. Déséquilibre monétaire caractérisé par une hausse permanente des prix. Augmentation excessive. L'être humain peut mettre donc un peu plus longtemps à devenir riche sur une courte période de sa vie d'adulte, mais sachant que pendant son adolescence, il aura pu commencer à devenir riche grâce à ses économies d'ADN, il s'y retrouve globalement sans avoir l'épée de Damoclès du chômage au-dessus de sa tête en permanence. Souvenez-vous de la fable de Jean de La Fontaine, la poule aux odeurs. Si l'application est bien faite, on peut à tout âge donné retrouver quasiment la même richesse dans les deux cas, avant et après l'ADN. Seulement, avant, l'adulte qui commençait à travailler n'avait aucune richesse, sauf en héritage. Après, l'adulte qui commencera à travailler sera déjà un peu riche, même sans héritage, et il travaillera moins. Tout est une question d'économie, de comptabilité de gestion, de programmation informatique et de volonté de travailler ou non. Le travail est ainsi partagé, l'impôt aussi en fonction des marchés et des règles de convergence. Le résultat est positif pour l'ensemble des acteurs. La richesse en or se fait lentement depuis la naissance jusqu'à 16 ans, puis s'accélère après avec le travail, d'autant plus rapidement que les règles du partage sont respectées dans le cadre de la convergence. Celui qui ne veut pas travailler, c'est son droit. Seulement, le système est fondé sur la confiance et la solidarité. Pour mettre en place un tel système, il faut changer les mentalités. Nous l'avons vu, ce sera long et difficile. Il faudra en même temps instaurer un apprentissage à l'école de la République du fonctionnement de ce système. Dès le plus jeune âge, le smartphone sera l'outil de travail de l'enfant à l'école. Comme au temps de nos grands-parents, le porte-plume était dans la trousse. Demain, le smartphone remplacera carrément le cartable. Mais pour comprendre le fonctionnement du système, il faudra comprendre le français et l'anglais, c'est inévitable. L'anglais est une langue qui a été choisie comme langue universelle. Pour comprendre le fonctionnement d'un appareil et savoir s'en servir, il faut lire la notice ou demander de l'aide. Aujourd'hui, personne n'est obligé d'apprendre à se servir d'un ordinateur. Et pourtant, demain, quand nous serons obligés de faire la déclaration d'impôt sur Internet, sinon ce sera la punition, tout le monde sera bien obligé de s'y mettre. Commençons dès maintenant. Que l'État donne un téléphone portable à tout le monde, qu'il donne des cours gratuits pour apprendre à naviguer sur la toile, ou surfer sur le net, ou naviguer sur le net, ou surfer sur la toile. Tout dépend de votre franglicisme. Vous choisirez. LOL. À mon avis, le principe sera bien accueilli. Pour les illettrés et les illettrés, nous pouvons imaginer aussi de créer un service civique obligatoire pour les êtres humains qui ne travaillent pas, par choix, après leur majorité ou après leurs études au bout d'une certaine période d'inactivité. Tout citoyen qui se respecte et qui reçoit de l'ADN doit en contrepartie participer à la vie de la nation. Les objecteurs de conscience ne sont pas obligés de s'engager dans l'armée, mais dans le service civique, si. C'est un dû de l'être humain envers l'humanité qui le protège, dès lors qu'il reçoit de l'ADN pour vivre.
boutade. Le principe de la récompense s'appliquera de la même façon. Pendant le service civique, l'or issu de l'ADN économisé ne sera pas imposable à condition que le citoyen apprenne le français, l'anglais, les règles de convergence pour ainsi apprendre à se servir de son smartphone intelligemment. Le mot ilbitré est un mot tiré du dictionnaire de Patricia. Ilbitré, adjectif non commun, qui ne maîtrise pas le décodage numérique, qui ne sait pas ou ne peut pas coder ou décoder avec des bits, des 0 ou des 1. Imbitable, vocable populaire, humoristique, employé par un ilbitré à propos d'un document dématérialisé, MDR. Bit, contraction de Binary Unit. La prière de Patricia. Patricia, passionnée de la saga Star Wars, connaît personnellement Yoda à tel point qu'elle s'identifie à lui. Elle pense comme lui et parle comme lui. Elle vous propose une prière pour donner la force aux citoyens de s'adapter au règne de la récompense individuelle. Voici la prière de Patricia. Citoyen, en toi le côté clair de la force, ADN, apparaîtra et le côté obscur de la force, or, disparaîtra. Citoyen, demain tu choisiras, Jedi deviendra ou en Dark Vador te transformera. Philanthropique tu seras, car la force est avec toi. Apprenti Jedi, une partie de ta force se transformera et ta force grandira. Jeune Jedi, la force dans ton travail te guidera et ta force tu partageras. Maître Jedi, la force tu maîtriseras et une partie de ta force tu transformeras et donneras. De l'impôt le conseil te dispensera. Dark Vador, tu renieras, ou ton or en ADN se transformera. Aussi longtemps que la force brillera, aussi longtemps l'humanité vivra. Notre galaxie a encore plusieurs milliards d'années à vivre avant que la force du Soleil passe du côté obscur. Mais l'humanité, beaucoup moins, si le côté obscur de la force or s'amplifie. C'est une évidence. Plus il y aura d'ADN, plus longtemps l'humanité vivra. Les avantages du revenu universel actif. Un revenu universel passif, quantité d'or fixée, n'autorise aucune économie ni de la part du citoyen ni de la part de l'État, car la masse monétaire accordée est figée et récursive chaque fois. Le montant du revenu universel est forcément plus faible. L'or du gâchis est forcément perdu, quel que soit le mode de gestion des budgets. Les ressources de la Terre continuent de se tarir. Un revenu universel actif est donc un revenu variable selon les choix faits par son détenteur. Comme tout le monde possède le même revenu, la liberté de sa gestion étant totale, la récompense d'une bonne gestion est juste, aussi bien pour l'être humain que pour l'humanité. Métro, gastro, dodo, hosto, sociaux. Un revenu fixe d'un montant maximal est versé chaque mois sur la carte ADN, carte SIM du smartphone par exemple, de l'être humain qui ne peut servir que sur le marché des biens et des services vitaux. Ce revenu est calculé statistiquement selon les besoins de consommation moyens de l'être humain pour vivre, métro, gastro, dodo, hosto, sociaux, en fonction de l'indice des prix sur le marché
des biens et des services vitaux. La quantité d'ADN est suffisante pour assurer la convergence suivant le principe de la récompense. Pas de fraude possible. Chaque être humain est maître de son budget ADN selon ses besoins quotidiens et son environnement. Chaque être humain devient économe ou économiste et crée ainsi son propre espace. L'économie incitative, par l'épargne, donc par l'enrichissement, permet de maîtriser en partie les gâchis et préserver les ressources de la Terre pour la convergence. Le développement durable prend tout son sens. Les citoyens deviennent des consommateurs responsables. L'ADN est unique et personne ne peut le voler puisqu'il est numérisé et sécurisé. L'ADN est modulable de lui-même selon les besoins de l'être humain dans le temps. Une proportion de l'ADN économisé est transformée automatiquement en épargne et une partie réinvestie sur les marchés du travail par l'État. De ce fait, l'ADN est un revenu universel actif pour l'ensemble de la société, puisque l'État récupère une partie de l'ADN qui ne s'est pas transformé en or pour le citoyen. Cet ADN est une économie pour l'État qui peut s'enrichir aussi et créer un amortissement en cas de crise passagère. Avec un revenu universel passif, l'État ne peut rien récupérer. L'avantage de donner de l'ADN dont une partie seulement est consommée intelligemment, plutôt que de donner la même quantité d'or fixe à tout le monde, laissant libre cours au gâchis, est donc incontestable. Le citoyen peut gérer ses comptes ADN et or de la même façon avec son smartphone en ligne qu'aujourd'hui dans n'importe quelle banque, et ce quasiment au jour le jour. Il semble qu'il faut généraliser le fonctionnement des comptes à débit différé, pour la gestion du compte ADN au moins, qui permet de maîtriser son budget mensuel et contrôler son enrichissement personnel. Comme aujourd'hui, il est possible d'imaginer un découvert autorisé d'un montant limité chaque mois. Le découvert d'ADN n'étant pas cumulable. Les intérêts sont payés en or afin de ne pas bloquer le système. Personne ne peut s'enrichir avec de l'ADN mal consommé. La quantité d'ADN fournie est établie en fonction de l'indice des prix sur le marché des biens et des services vitaux. Donc statistiquement modulable périodiquement. La transformation de l'ADN en or est fonction aussi de cet indice. Personne ne peut spéculer avec l'ADN. Seul l'or, issu de sa transformation par l'économie, peut être spéculé. L'ADN appartient à l'humanité, mais chaque être humain est responsable de son ADN. Le système capitaliste continue de fonctionner comme avant, avec quelques nouvelles règles à définir relatives au financement de l'ADN par l'impôt. Le Code du travail est complètement libéré des contraintes liées au contrat de travail, puisque l'être humain ne travaille plus pour vivre, mais pour s'enrichir. Le principe de la récompense fonctionne aussi pour les entreprises. À l'inverse de ce qui se passe actuellement, la récompense se donne après le respect de la règle et non en prévision du respect de la règle. L'être humain ne restera pas sans rien faire puisque l'ADN ne lui suffira pas pour profiter des plaisirs matériels. Le principe de la récompense est applicable dès l'école, sous réserve que ce ne soit pas un critère de sélection et de discrimination pour l'avenir de l'être humain adulte. L'âme d'un être humain se construit tout au long de sa vie et son apprentissage est permanent. Son expérience se forge au fil du temps et l'ADN lui permettra de se consacrer plus à l'avenir de l'humanité qu'à son propre avenir immédiat, avec un esprit libéré de la question « Comment vais-je faire pour gagner ma vie ?» Son enrichissement sera fonction de ses motivations et de sa volonté à participer à la convergence.
L'être humain aura les mêmes chances que n'importe quel autre humain dès sa naissance. À lui d'apprendre à l'école les sciences dures et les sciences molles et les règles de convergence. Le civisme, quoi. La convergence, feu la divergence. Il ne reste plus qu'à définir la liste non exhaustive des besoins pour vivre et la liste non exhaustive des besoins pour s'enrichir. De même, il faudra définir la limite à partir de laquelle un bien ou service vital peut devenir un bien de richesse. De même, il faut redéfinir et classer les règles de convergence que nous connaissons déjà en partie. Le monde n'est pas à refaire, il faut juste l'adapter au principe de la récompense. Avec deux monnaies, dont une est dématérialisée, ainsi qu'un modèle de conversion unilatérale de l'une vers l'autre, nous réglons un nombre important de problèmes sociaux et moraux de notre société. Le développement durable prend de la valeur grâce au principe de la récompense individuelle par l'incitation à toutes sortes d'économies. Le travail n'est plus obligatoire, mais nécessaire pour s'enrichir. Le bénévolat n'existe plus puisqu'il est rémunéré automatiquement sur le marché des biens et des services vitaux. La concurrence et la compétitivité. La concurrence au sens qui fait mieux pour s'enrichir ou enrichir l'entreprise n'existe pas sur le marché des biens et des services vitaux puisque l'argent est dématérialisé et l'indice des prix n'est plus fonction de l'offre mais de la demande, en gros de la démographie. La notion de concurrence devient en quelque sorte qui fait mieux pour économiser ou optimaliser la transformation des ressources de la terre. Celui qui fera mieux, consommateur ou travailleur, quel que soit son statut dans l'entreprise, sera celui qui transformera son ADN en or grâce à la récompense sur le marché des biens et des services vitaux. Et celui qui s'enrichira le plus grâce au travail et son partage associé au code du travail et au CTL, le mieux adapté aux critères de convergence sur le marché du travail, de la richesse. Les gâchis sont limités par la passerelle numérique entre l'ADN et l'or. L'économie d'ADN réalisée par l'être humain est donc recyclée en or pour lui-même et pour l'État. L'ADN, c'est l'éco-participation, le préfixe éco servant à plusieurs notions. Économie, économétrie, écologie, écosystème. Nous en trouverons d'autres. Je nous fais confiance. Tous ces mots sont les têtes de chapitre de la gestion des récompenses et du fonctionnement du système sur les deux marchés. Le mot économie prend une nouvelle dimension qui est celle de l'échelle humanitaire. C'est le bonheur au travail dans la convergence. L'instinct animal a-t-il disparu? Hélas non. Si le travail est complètement libéré sur le marché de la richesse, il sera nécessaire de reformuler le code du travail dans l'esprit de convergence. L'argent ne sera plus la première cause de son réveil. La justice et la police seront toujours là pour le réfréner. Sur le marché de la richesse en perspective. Les règles de convergence. Faites vous-même, dès maintenant, la liste des règles de convergence que vous souhaiteriez pour l'humanité et pour vous-même. J'en ferai une liste personnelle que je vous remettrai dans le prochain épisode. L'histoire de l'ADN de Patricia continue. Fin de l'épisode 6.